Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la Terre ne tourne pas et je vais vous donner un moyen de le vérifier très simplement. On va aussi parler des expériences de Foucault, de Michelson, etc. Je vais vous dire aussi que je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet qui sera publié d'ici quelques mois et bien sûr il y aura plus d'informations que dans cette vidéo. Pour terminer, je vous rappelle que la base de toute connaissance, c'est de douter. C'est normal que vous doutez de mon travail, parce que je ne suis pas encore un scientifique connu, pas encore, mais il faut douter. Déjà il y a 2000 ans, Aristote disait « l'ignorant affirme et le savant doute ». Descartes, le philosophe Descartes, disait « si vous voulez vous approcher de la vérité, vous devriez douter au moins une fois dans votre vie ». Et encore plus récemment, dans les années 1900, Henri Poincaré, qui était un célèbre mathématicien français, un des pères de la relativité, bien avant Einstein, disait « seule l'expérience est la seule source de certitude. L'expérience est la seule source de vérité. Elle seule vous apprendra quelque chose de nouveau, elle seule vous donnera la vérité. » Donc ne croyez pas ce que je vous dis. Ne croyez pas ce qu'on vous dit sur Internet. Ne croyez pas ce que vous disent même les scientifiques le plus connus. Ne croyez pas ce qu'on vous a appris à l'école ou à l'université. Vérifiez-le par vous-même. Faites vos propres recherches. Et c'est qu'en faisant vos propres recherches que vous pourrez acquérir la conviction de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. D'accord ? Avant de commencer, pensez à vous abonner parce que je vais faire beaucoup d'autres vidéos. Et surtout, laissez-moi un like, ça aidera beaucoup ma chaîne à me faire connaître. Merci beaucoup. Allez, on y va. Il y a environ 2200 ans, soit 200 ans avant Jésus-Christ, le grec Ératosthène aurait prouvé que la Terre est ronde en mesurant un écart entre l'inclinaison des rayons du Soleil entre deux points. Puis quelques années plus tard, Aristaque de Samos aurait envisagé un système héliocentrique. Je dis bien aurait envisagé, car vous savez peut-être qu'il se peut qu'une immense part de l'histoire ait été totalement inventée ou falsifiée, des faits et des personnages inventés ou supprimés. Alors ça paraît incroyable, mais quand on voit les mensonges existants aujourd'hui dans tous les domaines, il se peut tout à fait qu'il y en ait autant au niveau de l'histoire. Puis dans les années 100 avant Jésus-Christ, le savant grec Ptolémée affirmait que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil et les étoiles tournent autour de la Terre. Son système a été maintenu pendant près de 1500 ans. Puis vers 1543, Nicolas Copernic publiait un ouvrage intitulé De Revolutionibus Orbium Celestium, où il exposait clairement que le système de Ptolémée n'était pas valable et que la Terre tournait autour du Soleil. Pourquoi? Parce que Copernic n'arrivait pas à expliquer le mouvement rétrograde des planètes avec le système géocentrique de Ptolémée. Remarquez qu'il a affirmé cette théorie sans avoir aucune preuve de ce qu'il avançait. Et cet ouvrage s'appuyait simplement sur des intuitions personnelles, philosophiques et esthétiques. Suite aux travaux de Copernic, Galilée affirme en son tour dans les années 1610 que la Terre tourne autour du Soleil. Il est condamné lors d'un procès célèbre, non pas pour cette idée, mais parce que les preuves qu'il avançait n'étaient pas valables. D'ailleurs, cette théorie n'est acceptée ou imposée que dans les années 1750, et les scientifiques abandonnèrent définitivement le géocentrisme alors qu'il n'existait aucune preuve. Enseigné aujourd'hui dans toutes les écoles, adopté par toute la communauté scientifique, tout le système cosmologique actuel est basé sur cette idée, l'héliocentrisme, alors qu'il est faux, et je vais vous le prouver de façon très simple. Avant tout, une petite remarque. Certains pensent que si la Terre tournait, alors si on était dans un hélicoptère, il suffirait d'attendre quelques minutes pour que la Terre tourne sous l'hélicoptère et ainsi se déplacer de plusieurs centaines de kilomètres. Mais ce n'est pas un bon argument, car même si la Terre tournait, alors l'hélicoptère aurait lui aussi le mouvement de la Terre et en s'élevant au-dessus du sol, il continuerait de tourner à la même vitesse que la Terre. Comme si vous avez une mouche dans votre voiture et que vous roulez par exemple à 100 km/h ou plus. La mouche pourra voler dans n'importe quel sens dans la voiture, car elle est dans le référentiel de la voiture, est à la même vitesse que la voiture. C'est la même chose pour un avion, un hélicoptère ou des nuages. Si la Terre tournait, il serait de toute façon dans le référentiel de la Terre et serait à la même vitesse que la Terre. On nous dit aussi que la Terre se déplace à la vitesse de 108 000 km/h autour du Soleil. Certains pensent que c'est impossible, sinon on sentirait ce déplacement. Là aussi ce n'est pas un argument valable, car lorsqu'on met la main hors de la voiture, on sent la force du vent parce que notre main rencontre la résistance de l'air. S'il n'y avait pas d'air, on ne rencontrerait aucune résistance. De même avec la Terre, puisqu'elle se déplace en théorie dans un espace totalement vide. Elle ne rencontre donc aucune résistance et donc on ne devrait rien sentir. C'était juste pour vous indiquer qu'il ne faut pas utiliser ces arguments pour montrer que la Terre ne tourne pas. Comment est-ce que vous savez que la Terre tourne? Vous l'avez vu tourner? Non, on vous l'a appris. Mais ni vous ni personne n'a jamais vu la Terre tourner. C'est étonnant quand même que tout le monde voit le Soleil, la Lune, les étoiles, les planètes tourner autour de la Terre, mais on nous affirme que c'est l'inverse. Le meilleur moyen pour prouver que la Terre tourne serait de la voir tourner, donc d'être sur un point fixe suffisamment loin de la Terre.
ce que personne bien sûr n'a jamais réalisé. Si vous êtes sur un manège pour enfants, vous savez qu'il tourne sur lui-même car vous étiez hors de ce manège et vous l'avez vu tourner avant. Mais jamais personne n'est allé hors de la Terre suffisamment loin pour vérifier si elle tourne. Pourtant, on nous dit qu'il y aurait 4 satellites en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre sur les points fixes de Lagrange L1. Il y a le satellite WIND, SOHO, ACE et DSCO. Mais pourquoi aucun de ces satellites nous a envoyé d'images montrant la Terre qui tourne? Alors vous allez me répondre qu'il y a plusieurs vidéos prises soi-disant par la sonde Deep Space Climate Observatory où l'on voit la Terre tourner. Mais il n'y a rien qui vous choque? Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais la Lune? Ah si, il y a juste une vidéo où on voit la Terre tourner et la Lune passer devant, pour faire plus vrai. Il y a 12 images. 12. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Pourquoi seulement 12 images? S'ils avaient pris une seule image par heure pendant un mois, cela ferait 720 images, et de quoi avoir un timelapse extraordinaire de la Terre qui tourne avec toute une révolution de la Lune. Pourtant, le but de ces satellites, des SCO, est bien d'envoyer régulièrement une quantité d'images de la Terre avec le programme NOAA. Mais il n'y a rien avec une révolution complète de la Lune autour de la Terre. Comment vous expliquez cela? Entrons dans le vif du sujet. Alors il n'y a pas de preuve que la Terre tourne, mais il y a une preuve vraiment flagrante que la Terre ne tourne pas. Et vous pourrez le vérifier facilement par vous-même. Il faudra juste être patient. Il s'agit des étoiles filantes. Selon les époques de l'année, on peut assister à une pluie d'étoiles filantes. Bon, une pluie c'est un bien grand mot car depuis quelques années, il n'y a plus qu'une centaine d'étoiles filantes par heure. Dans le passé, il pouvait y avoir plusieurs milliers d'étoiles filantes par heure. Alors ce qu'on appelle des étoiles filantes sont en fait des météores, des morceaux de roche qui pénètrent très rapidement dans l'atmosphère. Chaque pluie d'étoiles filantes se produit à une époque bien précise de l'année et porte un nom. Ici, ce sont les Léonides, en novembre. On nous dit que ces météores seraient les restes de la comète Tempel-Tuttle. Alors déjà cette théorie est absurde, une comète ne peut pas laisser de débris derrière elle. Sur cette animation, on voit en blanc l'orbite de cette comète et les débris qu'elle laisse soi-disant. Voici leur direction. Et en bleu, vous avez l'orbite de la Terre. Et lorsque l'orbite de la Terre croise l'orbite de ces météores, cela donne une pluie d'étoiles filantes. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Et j'ai passé plusieurs nuits à étudier ce phénomène, et pour profiter d'un ciel très clair, je suis allé voir l'essaim météoritique des Léonides dans le sud de l'Espagne le 18 novembre dernier. Et à part les informations que ça m'a données, c'est un spectacle vraiment extraordinaire. En tout cas, si la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, vous allez voir qu'il y a une incohérence flagrante avec ce qu'on observe. On va donc comparer la vitesse et la luminosité des étoiles filantes avant et après minuit. Sur cette image, on est au-dessus de la Terre, et la croix blanche indique le pôle Nord. Le point rouge indique l'endroit où nous sommes pour observer le ciel, et nous sommes avant minuit. Admettons que ces météores aient une vitesse de 40 km par seconde, c'est énorme. La Terre se déplace autour du Soleil à la vitesse de 30 km par seconde. Avant minuit, on voit bien sur ce schéma que la Terre fait écran aux météores. Bon, bien sûr, dans la réalité, la trajectoire n'est jamais comme celle-ci. Les essaims de météorites peuvent venir d'autres directions, mais dans le cas des Léonides, c'est à peu près ceci. Donc depuis notre point d'observation, le point rouge, on devrait voir peu d'étoiles filantes. Elles devraient avoir une vitesse faible et être peu lumineuses, puisque pour impacter la Terre au niveau de l'observateur, il faut que les météores rattrapent la Terre. On se demande même comment c'est possible d'avoir des étoiles filantes à ce moment de la nuit avec l'essaim des Léonides. Admettons qu'elles arrivent à rattraper la Terre, entre guillemets. Si leur vitesse initiale est de 40 km par seconde et la vitesse de la Terre 30 km par seconde, la vitesse finale sera donc de 10 km par seconde. Pendant qu'on observe le ciel, la Terre tourne, nous sommes sur le point rouge qui tourne avec la Terre. Après minuit, d'autres météores continuent d'impacter maintenant la Terre, mais de face. Et lorsqu'ils pénètrent l'atmosphère et deviennent des étoiles filantes, elles devraient être beaucoup plus rapides et surtout beaucoup plus lumineuses qu'avant minuit. Un peu comme si vous roulez en voiture sous une pluie horizontale à cause du vent. Vous savez que sur le pare-brise avant, les gouttes de pluie sont beaucoup plus nombreuses et leur impact est beaucoup plus fort que sur le pare-brise arrière parce que la voiture se déplace. On a vu que si leur vitesse initiale est de 40 km par seconde et la vitesse de la Terre 30 km par seconde, la vitesse finale des étoiles filantes sera alors de 70 km par seconde. Cela fait une différence de 60 km par seconde avec les étoiles filantes vues avant minuit. Même si on n'a jamais exactement un tel écart, une différence de seulement 30 km par seconde multiplierait par 900 millions l'énergie qui est libérée lors de l'impact avec l'atmosphère. Vous comprenez qu'il devrait y avoir une différence très nette dans la vitesse et la luminosité des étoiles filantes avant et après minuit. Or, les étoiles filantes ont exactement la même vitesse, la même luminosité dans la soirée avant minuit et le matin après minuit. Ce n'est pas possible si la Terre tourne.
Même si je n'avais pas bien observé, ou si je mentais comme certains aiment le dire, les dizaines de milliers d'astronomes dans le monde n'ont jamais remarqué que les étoiles filantes sont plus rapides et plus lumineuses après minuit qu'avant minuit. À part bien sûr le fait que le ciel est plus sombre et l'air plus pur après minuit. Vous pourrez le vérifier de vous-même lors du passage des prochains dessins de météorites et vous n'aurez besoin d'aucun matériel optique, juste vos yeux. Je vous préviens juste que c'est long, il faut être très patient pour passer plusieurs heures à observer les étoiles filantes. Mais heureusement le spectacle est fascinant. Je vous ai mis les dates des prochains essais météoritiques dans le descriptif de la vidéo. Ainsi, vous pourrez vérifier de vous-même que la Terre ne tourne pas. Je voudrais vous parler maintenant d'un point qui va certainement en gêner quelques-uns. Dans la Bible et le Coran, on trouve quelques passages indiquant que la Terre est immobile et que le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre. Alors ceux parmi vous qui ne sont pas croyants, ne bloquez pas sur ce passage. Je sais très bien que ces arguments ne sont pas des preuves scientifiques, mais on doit en tenir compte lorsqu'on fait des recherches sur ce type de sujet. Alors dans la Bible, dans les psaumes, on trouve « Le Seigneur a revêtu sa force et la terre tient bon, inébranlable ». Dans Josué, alors Josué parla à l'Éternel et il dit « Soleil, arrête-toi, et toi aussi la lune. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. À nouveau dans les psaumes, « Il a fondé la terre sur ses bases, elle ne sera jamais ébranlée. » Et dans le Coran, la sourate Yassine, verset 38, « Le soleil court vers un lieu qui lui est assigné. » Et dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 33, « Et c'est lui, donc Allah, qui a créé le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. » Vous pouvez juger que ces paroles ne sont que des mythes. C'est votre point de vue. Mais même dans ce cas, je vous rappelle que tout mythe contient une part de vérité et qu'on doit en tenir compte. Posez un pendule sur une table et lancez-le. Si vous faites tourner la table, vous verrez que le plan d'oscillation du pendule reste le même, alors que la table tourne. Parce que selon la première loi de Newton, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite tant qu'une force externe ne lui est pas appliquée. C'est pour cela que la masse oscille toujours dans le même plan. Imaginez maintenant que le plateau avec la croix noire représente le pôle nord au sud, et le point central blanc est l'axe de rotation de la Terre. Vous voyez que si la Terre tournait, le pendule garderait toujours la même orientation par rapport aux étoiles. Si on place ce pendule à un autre endroit de la Terre, il aura le même effet atténué parce que la force de gravité, le plan d'oscillation du pendule, se combine selon la latitude, sauf à l'équateur où l'effet Coriolis ne fonctionne pas. Et c'est en observant ce phénomène que Léon Foucault, dans les années 1850, a eu l'idée d'utiliser la propriété du pendule pour vérifier si la Terre tourne. Et après plusieurs expérimentations, Léon Foucault a effectué sa première démonstration publique le 31 mars 1851 dans le Panthéon à Paris, grâce entre autres à l'appui du président de l'époque, Napoléon Bonaparte, passionné de science. Le pendule mesurait 67 mètres de haut et la masse de métal pesait 28 kg. Effectivement, à chaque oscillation, la masse se décalait de 0,86 mm. C'est très peu, mais au bout d'une heure, la déviation faisait déjà quelques centimètres. Cette expérience est devenue célèbre dans le monde entier parce que depuis que Copernic puis Galilée avaient affirmé que la Terre tourne, ce n'avait encore jamais été possible de le prouver. Et pour toute la science, le pendule de Foucault était enfin la preuve tant attendue. Et c'est encore une des attractions phares au Panthéon en ce moment. Il n'y a aucun moyen de prouver qu'il y ait un lien entre la déviation du pendule et la rotation de la Terre. Certains vont me dire que les résultats obtenus par le calcul avec une Terre en rotation correspondent exactement aux résultats observés. Donc cela prouve que la Terre tourne. Vous en êtes sûr? Vous avez des documents donnant les résultats des observations de Foucault ou d'autres chercheurs? De plus, vous savez que d'autres facteurs interviennent. La torsion du câble, l'homogénéité de la boule, les oscillations elliptiques, les courants d'air, le point d'attache, etc. Donc la déviation n'est jamais régulière d'une oscillation à l'autre et ne peut pas correspondre aux résultats obtenus par les calculs. Et donc comment croire qu'avec autant d'incertitudes, ce pendule prouve que la Terre tourne? Pourquoi les chercheurs n'ont-ils jamais envisagé qu'il pourrait y avoir une autre raison à la déviation du pendule? Un autre élément invalide sérieusement l'idée que le pendule de Foucault prouve la rotation de la Terre. Le Français Maurice Allais a observé des anomalies étonnantes dans le mouvement du pendule. Il faut savoir que Maurice Allais était major de l'école polytechnique. En 1959, il a été récompensé par la Société astronomique française pour ses travaux,
puis primé par la Fondation de recherche sur la gravité aux États-Unis. Et en 1989, il a reçu un prix Nobel de l'économie. Pour dire que Maurice Allais n'était pas un quelconque quidam réalisant des expériences dans son garage. Et il ne pensait pas que la Terre était fixe. Il a réalisé de 1953 à 1960 des expériences pour mesurer la gravité, et en utilisant des pendules, il a constaté des anomalies. Il a remarqué que le pendule avait des déviations très importantes pendant une éclipse et suivait aussi des variations lunisolaires. Ces expériences ont été reproduites par d'autres équipes de recherche en différents points du monde, donnant parfois les mêmes résultats que ceux de Maurice Allais, parfois aussi ne donnant aucun résultat. Ces résultats ont été publiés dans des travaux scientifiques, à comité de lecture. Des discussions approfondies ont eu lieu à plusieurs reprises dans divers milieux scientifiques, notamment à l'Académie des sciences et au Centre national de la recherche scientifique. La NASA a aussi fortement contribué à faire connaître ses travaux. Mais curieusement, depuis la grande éclipse solaire de 1999, ils n'ont plus publié aucune analyse par la suite et n'ont plus communiqué sur ce sujet. Étonnant. Finalement, la communauté scientifique n'a pas réussi à comprendre l'effet qu'avait observé Maurice Allais. Ils affirment que le pendule de Foucault prouve la rotation de la Terre, alors que les observations de Maurice Allais montrent qu'il se passe autre chose sans lien avec la rotation théorique de la Terre. Et pour tenter de justifier ces anomalies, les chercheurs sont obligés de fournir des explications très controversées. S'ils pouvaient orienter leurs recherches en se basant sur une Terre fixe, ils trouveraient certainement des explications. Les pendules de Foucault ont été installés dans une centaine d'endroits dans le monde. Aux États-Unis, il y a même une entreprise qui vend des pendules pour 46 000 $ l'unité. C'est une bonne affaire. Alors ce système utilise un anneau de Charon, c'est un système de stabilisation placé au point d'attache du pendule et utilisant des électroaimants. Mais si c'est la rotation de la Terre qui fait dévier le pendule, alors il n'y aurait pas besoin de configurer le système pour qu'il dévie régulièrement dans le bon sens, sachant que c'est des réglages qui peuvent prendre plusieurs jours, comme indiqué sur le mode d'emploi. Il suffirait juste d'un système neutre pour relancer le pendule à chaque oscillation et laisser faire la force de Coriolis. Est-ce normal de montrer cette expérience à des centaines de milliers de personnes en leur faisant croire que cela prouve la rotation de la Terre, alors qu'il s'agit d'un système entraîné par des électroaimants? Foucault avait aussi inventé un gyroscope avec lequel il prétendait prouver la rotation de la Terre. Mais ce gyroscope mesurait 19 cm de haut, et s'arrêtant après quelques minutes, la déviation était tellement faible qu'il fallait la mesurer avec un microscope. Alors d'accord, ce n'est pas la dimension de la Terre qu'on mesure, mais sa rotation. Seulement, pensez-vous vraiment qu'on peut mesurer la rotation de la Terre ayant un diamètre de 12 700 km, soit 66 millions de fois plus grande que ce petit appareil de 19 cm de hauteur? Pour terminer sur Foucault, il faut savoir que plusieurs scientifiques n'étaient pas du tout d'accord avec ses idées. George Biddell Airy considérait que le pendule de Foucault était une curiosité mathématique, voire une fraude. Le professeur Longden du collège de Knox avait trouvé que le pendule était sujet à des erreurs mécaniques et des biais. Alors les seules infos que j'ai trouvées concernant ce professeur sont dans son livre passionnant, écrit en espagnol, Sin embargo no se mueve. Le pendule de Foucault se heurte aussi à la relativité générale d'Einstein, qui, selon le principe de Mach, ne connaît pas de repère inertiel absolu. C'est la célèbre expérience du saut de Newton, c'est encore aujourd'hui une question débattue. Parce que selon Mach, la déviation du pendule de Foucault proviendrait de l'influence d'une force mystérieuse qui imprègne tout l'univers. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit jamais que selon plusieurs scientifiques réputés, le pendule de Foucault ne prouve pas la rotation de la Terre et pourrait avoir d'autres raisons? C'est cela qui est gênant dans la science actuelle. On nous cache volontairement tous les travaux qui remettraient en cause la validité d'un modèle scientifique, on va dire officiel, comme si on tentait de nous imposer ce modèle. C'est en 1835 que Gaspard Coriolis décrit la force qui porte aujourd'hui son nom. On dit la force de Coriolis, mais en réalité c'est une pseudo-force, il s'agit plutôt d'un effet. Si vous lancez une balle du centre d'un disque en rotation vers le bord, la trajectoire de la balle ira en ligne droite par rapport au sol, mais sur le disque cette trajectoire sera courbée. Parce que plus on s'éloigne du bord, plus la vitesse de rotation du disque diminue, alors que la balle a gardé la même vitesse. Et idem dans l'autre sens. De même dans la théorie de la Terre qui tourne, la vitesse tangentielle de rotation de la Terre diminue en allant de l'équateur vers les pôles. Donc si un objet se déplace vers le nord, la vitesse tangentielle qu'il avait lorsqu'il est parti de l'équateur reste la même. Et donc pendant qu'il se dirige vers le nord, la vitesse tangentielle de la Terre diminue. La conséquence est évidente, il sera donc dévié vers la droite. Donc avec l'effet Coriolis, toute masse en mouvement qui se déplace vers le nord est déviée vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud.
Donc cette force de Coriolis s'applique aux cyclones, qui sont des énormes masses d'air qui se déplacent sur des milliers de kilomètres. On est dans l'hémisphère nord, ils devraient tous être déviés vers la droite. Or, regardez ces cartes des trajectoires des cyclones. Une bonne partie est déviée soit vers la gauche, soit ont des trajectoires complètement erratiques. Vous allez dire que d'autres forces interviennent, mais lesquelles? Quelles autres forces peuvent faire dévier de telles masses d'air? Les cyclones sont des systèmes mesurant plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, sur une hauteur de plusieurs kilomètres. Leur inertie est énorme, et seule la force de Coriolis devrait pouvoir les faire dévier. Or, vous voyez bien que leur déplacement contredit complètement la théorie de la force de Coriolis. On nous dit que les cyclones et les dépressions se forment entre autres à cause de la force de Coriolis qui modifie l'orientation de la vitesse des vents. Mais encore une fois, il ne s'agit que de théorie, puisqu'il est impossible de voir un cyclone ou une dépression se former, car ces phénomènes apparaissent de façon totalement imprévisible et dans des zones immenses. Il faudrait pouvoir mesurer la vitesse et l'orientation des vents en une dizaine d'endroits différents, au même moment et sur des zones de plusieurs millions de kilomètres carrés, ce qui nécessiterait des dizaines de bateaux capables de se mobiliser très rapidement pour être sur place juste au moment où le cyclone se forme. C'est bien entendu impossible. Les satellites météo peuvent voir un cyclone à ses débuts, mais ils ne peuvent pas voir ce qui a initié sa naissance. Là encore, on nous affirme que la force de Coriolis est en partie la cause de la formation des cyclones et des dépressions, alors qu'il n'y a aucun moyen de le prouver. Les militaires qui envoient des obus sur de longues distances, plusieurs dizaines de kilomètres, n'ont jamais constaté de déviation causée par la force de Coriolis. Et ne me sortez pas l'argument des Pariser-Kanonen, ces énormes canons qui tiraient sur Paris depuis une distance de plus de 100 kilomètres, et dont les obus auraient été déviés à cause de la force de Coriolis. Avec un temps en l'air de plusieurs minutes, il y a bien d'autres paramètres qui interviennent dans la trajectoire. La direction et la vitesse du vent, la forme du projectile qui intervient énormément sur son aérodynamique, et surtout l'angle d'incidence du canon lors de l'explosion de la charge. Le canon bouge suffisamment pour faire varier de quelques dixièmes l'angle de tir, et donc le point d'arrivée. Pourquoi encore une fois, pour nous prouver que la Terre tourne, on nous affirme que la force de Coriolis déviait les obus pendant la guerre de 14-18, alors que ce sont d'autres facteurs qui faisaient dévier ces obus? Pourquoi aujourd'hui on n'utilise pas ce moyen pour prouver la rotation de la Terre? Parce qu'en maîtrisant tous les paramètres, on pourrait tirer une roquette sans guidage, à une distance de 100 km, avec une vitesse moyenne de 400 mètres par seconde, elle devrait être déviée d'environ 2 km de sa cible. Et si cela n'a pas été fait, c'est sans doute parce qu'on sait que les résultats prouveraient qu'il n'y a pas de rotation de la Terre. Pourtant, ce serait infiniment plus simple à mettre en place que toutes les expériences que nous allons voir de suite. Et donc, puisque la force de Coriolis ne s'applique pas dans de nombreux cas, elle ne peut pas être la preuve d'une rotation de la Terre. Beaucoup d'autres expériences ont été réalisées par des scientifiques renommés pour tenter de prouver la rotation de la Terre. Je ne vais pas les développer ici car ça rendrait la vidéo trop longue et trop technique. Je vais juste vous résumer les principales expériences qui ont été tentées et leurs résultats qui ont tous été négatifs. Vous trouverez des explications plus détaillées dans le livre que je publierai d'ici quelques mois. En 1679, Giovanni Cassini puis d'autres chercheurs lâchent une bille d'acier à la verticale d'un puits de mine. Alors normalement, avec la composante verticale de l'effet de Coriolis, la bille devrait dévier de quelques millimètres sur une hauteur de 100 mètres. Mais l'écart constaté était trop faible et pouvait avoir d'autres raisons que la force de Coriolis. Finalement, l'expérience n'a rien prouvé. Ensuite, Dominique François Arago, qui était un astronome et un physicien français réputé, entre 1810 et 1820, il a tenté de trouver une variation dans la vitesse apparente de la lumière avec un système de prismes. Sur ce schéma, on est au-dessus de la Terre et on observe une étoile. Si la Terre tourne, alors le soir, l'observateur situé sur le point rouge se rapproche de cette étoile à la vitesse de 465 mètres par seconde. Le matin, l'observateur s'éloigne de cette étoile. Donc si la Terre tourne, la vitesse de la lumière arrivant à l'observateur sera plus rapide le soir que le matin. Mais Arago n'a trouvé aucune différence, ce qui a plongé les physiciens de l'époque dans la perplexité. Il a alors travaillé avec Augustin Fresnel pour tenter d'expliquer le résultat négatif de l'expérience. Augustin Fresnel, c'était un célèbre physicien français, fondateur de l'optique moderne. C'est lui qui a inventé le système optique des phares, utilisé aujourd'hui partout dans le monde pour les bateaux. Il proposa un modèle avec un éther en rotation partielle autour de la Terre, mais ses explications étaient trop confuses pour être valables. Puis Hippolyte Fizeau, qui est un physicien français réputé et membre de l'Académie des sciences. Dans les années 1850, il a tenté à son tour d'expliquer le résultat négatif de l'expérience d'Arago, sans résultat. Il reconnaîtra aussi que les explications de Fresnel étaient difficiles à admettre.
Il a travaillé toute sa vie sur ce sujet, avec d'autres scientifiques, améliorant le matériel d'observation, un système avec une roue crantée et un télescope rempli d'eau. Mais à chaque fois, il obtenait des résultats négatifs. Ensuite, il y a eu George Biddell Airy, qui est un physicien anglais réputé, qui a été médaille d'or de la Société astronomique royale de Londres, qui est aussi devenu célèbre pour ses travaux sur les tâches de diffraction et pour son système de transit. Dans les années 1870, il a lui aussi tenté de mesurer les variations de la vitesse de la lumière avec un télescope rempli d'eau, mais lui aussi obtiendra des résultats négatifs. Et enfin, la plus grande expérience jamais réalisée, celle de Albert Michelson, c'était un physicien américain, prix Nobel de physique. En 1880, il a construit un interféromètre pour tenter de calculer la vitesse de rotation de la Terre. Mais ses résultats étaient lui aussi toujours négatifs, Terre immobile. Il a recommencé en 1887 avec l'aide de Morley, en fabriquant un interféromètre beaucoup plus grand entre deux montagnes, distance de 40 km, donc plus précis. Et bien qu'ils aient répété l'expérience de nombreuses fois, les résultats montraient toujours que la Terre est immobile. Les expériences de Michelson sont les plus connues, pourtant sont celles qui ont été le plus grand échec de la science. Or, depuis plusieurs centaines d'années, toutes les observations montraient que la vitesse de la lumière restait toujours la même en arrivant sur Terre, quel que soit le moment de l'observation. Or, en 1905, avec Einstein, la science, au lieu de remettre en question ce modèle, a inventé une théorie affirmant que la vitesse de la lumière ne variait pas. Et voilà, le tour est joué. Une fois de plus, lorsque les observations invalident une théorie, au lieu de la remettre en question, on invente une nouvelle théorie. De plus, on affirmait cette théorie sans avoir aucun moyen de le prouver directement. Et ce n'est pas tout, puisqu'Einstein affirmait aussi que pour que la vitesse de la lumière reste la même, il faut que l'univers soit parfaitement vide. Or, en 1913, Sagnac a démontré que l'espace n'est pas vide, et donc que la théorie de la relativité d'Einstein n'était pas valable. D'autre part, il a aussi démontré que la vitesse de la lumière pouvait varier, ce qui détruisait toute la théorie d'Einstein. Là encore, au lieu de remettre en question les effets observés par Sagnac, Einstein répondit que sa théorie ne s'appliquait pas au système en rotation. Il faut savoir aussi que Georges Sagnac, c'est un physicien français célèbre. Il est à l'origine des systèmes de gyromètres utilisés pour le guidage des avions et entre autres du système de GPS que nous utilisons tous. Pourquoi la communauté scientifique n'a pas tenu compte des effets de Sagnac? Pourquoi aucun livre dans les universités ne mentionne l'effet Sagnac? Pourquoi la communauté scientifique n'a pas tenu compte non plus des travaux de Nikola Tesla? Il a lui aussi prouvé en 1899 que la vitesse de la lumière pouvait varier. C'est pas fini puisqu'ensuite, plusieurs expériences ont encore été réalisées pour tenter de comprendre ces anomalies avec la vitesse de lumière, prouvant de façon indirecte que la Terre ne tourne pas. Mais toutes ont eu un résultat négatif. En 1926, Roy Kennedy a utilisé un interféromètre, résultat négatif. En 1927, Peter Zeeman, prix Nobel de physique, obtient un résultat nul. Von Georgios, en 1930, lui aussi un résultat nul. Yaseya, en 1960, refait l'expérience de Michelson-Morley en utilisant un laser, résultat nul. Jacob Shamir, en 1969, a utilisé un interféromètre à laser, résultat nul. Alors ça pose une question essentielle. Puisque la Terre est immobile, que sont les étoiles? Que sont les planètes? Que sont la Lune, le Soleil, les comètes? Parce qu'avec une Terre immobile, ce n'est pas possible que des milliards et des milliards d'étoiles, situées à des milliards d'années-lumière, soient en orbite autour de la Terre. Pourtant, les astrophysiciens avec le radiotélescope analysent ces étoiles. Ils observent leur rayonnement. Chacune ont des caractéristiques particulières. Avec un bon télescope, on peut voir les planètes tourner sur elles-mêmes. On peut aussi voir des satellites qui tournent autour de ces planètes, et on peut même voir les ombres de ces satellites sur les planètes. Donc de quoi s'agit-il? Alors j'aurai bien une hypothèse, je ne vais pas en parler maintenant parce que j'ai encore besoin de quelques éléments, mais j'en parlerai dans les prochaines vidéos. La deuxième question importante, c'est pourquoi est-ce qu'on nous raconte depuis aussi longtemps que la Terre tourne autour du Soleil alors qu'il y a autant d'éléments qui nous montrent que c'est l'inverse? Ça me paraîtrait étonnant que ce soit une erreur, parce que depuis ce temps-là, depuis 500 ans, il y a quand même des scientifiques de très haut niveau, et ça aurait été remarqué. La réalité est peut-être beaucoup plus inquiétante. Il se pourrait en fait que les êtres humains, ou pas, ayant une connaissance qu'on n'a pas, et donc un pouvoir, qui s'utilise pour nous asservir, pour nous dominer, nous exploiter, voire même nous détruire. Le grand écrivain Alexandre Solzhenitsyn disait lui-même « Le meilleur moyen pour détruire un peuple, c'est de détruire ses propres racines ». Je ne sais pas vraiment en fait pourquoi est-ce qu'on nous dit un tel mensonge, c'est pas vraiment mon domaine, donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'on arrive à un niveau de connaissance que jamais l'humanité n'a atteint dans notre histoire connue. Et donc nous sommes à l'aube de découvertes qui vont bouleverser nos vies, au-delà de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. C'est pas moi qui l'invente, c'est une rumeur qui se développe dans le milieu scientifique, autant que dans la médecine, que dans l'histoire, que dans l'économie. Il n'y a pas longtemps, le prix Nobel de chimie Ilya Prigogine dit de lui-même, dans son livre, c'est la fin des certitudes. Voici aussi un passage de la conférence de David Elbaz, on a vu qu'il est directeur au CEA, c'est pas n'importe qui.
avec les autres et conduisent à fragiliser l'édifice scientifique sur lequel reposent nos connaissances actuelles et nous amènent à nous interroger sur la possibilité que nous soyons à la veille d'une révolution scientifique majeure qui pourrait se produire dans les années prochaines. Il y a un débat, je peux vous dire que j'étais il y a quelques semaines à une conférence qui était... Voilà. Donc ce que je peux vous assurer, c'est que dans les années à venir, on va faire des découvertes qui sont passionnantes et qui vont beaucoup changer nos vies. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Pensez à laisser un like à cette vidéo, ça m'aidera beaucoup. Bonne continuation et prenez soin de vous. Peace.